Vous êtes là, vous avez un événement à faire, vous sortez, accident. C'est pas prévu, c'est choquant. Deuil, c'est une réalité qui concerne tout le monde. Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à puiser à l'intérieur d'elles pour guérir et d'autres, par contre, n'y arrivent pas? Le jour J, c'est toi qui dois tout gérer. C'est censé être, par exemple, le dernier enfant. C'est comme si c'est toi l'aîné, tu gères tout le monde. Et quand tu finis maintenant, tu n'as pas pris ton temps pour pleurer, ça te rattrape. Mettez votre santé mentale en priorité. Et si derrière chaque rire se cachait parfois une douleur silencieuse? Bienvenue à Instant Psychologue, le podcast dédié à la promotion, la prévention et la prise en charge de la santé mentale des adolescents et des jeunes en Côte d'Ivoire. Je suis Célestine Ozicré et aujourd'hui je reçois Monsieur Kouassi avec qui nous parlerons de souffrance psychologique des adolescents et des jeunes. Bonjour Monsieur Kouassi et bienvenue à Instant Psychologue. Bonjour, Madame Ozigré. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va super bien chez nous. Ça va très bien, merci. Donc, pour commencer, on va vous demander de vous présenter aux personnes qui nous suivent. D'accord. Alors, je m'appelle Kwasi Inissati. Je D'accord? suis psychologue clinicien, psychopathologue de formation. J'interviens dans deux organisations de psychologues qui sont Psytroteur et Chivosaisie Côte d'Ivoire, qui travaillent tous les deux dans le cadre de la santé mentale des jeunes et de la prévention du suicide en Afrique. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Donc, pour revenir à la thématique, pourriez-vous nous définir c'est quoi la souffrance psychologique et en quoi elle est particulière chez les adolescents et les jeunes? Ok. Alors, quand on va parler de souffrance psychologique, il est important de noter trois éléments clés. D'accord? Un premier élément de la souffrance psychologique, c'est ce qu'on va appeler la détresse. C'est le D'accord? sentiment d'aller mal. D'accord? Un deuxième élément que vous aurez, c'est la question du dysfonctionnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal dans la manière dont la personne se comporte? Vous pouvez avoir quelqu'un qui dit je ne sens pas mal, mais la personne n'arrive plus à tenir ses relations sociales, elle D'accord? n'arrive plus à performer à l'école, elle n'arrive plus à se voir elle-même, ou elle a des problèmes dans son comportement agi violent, ou trop de retention. D'accord? Donc ça, c'est le dysfonctionnement. Il faut noter la question du changement et du danger qui peut être fait envers une personne. Ça, D'accord? c'est la souffrance psychologique de façon générale. Maintenant, D'accord? dans le cadre de l'adolescence et du jeune, vous allez voir que ça va prendre des colorations. Dans l'adolescence et la période de jeunesse, il y a beaucoup de changements qui arrivent. D'accord? Et on va dire que ce sont des périodes de crise. Qui dit période de crise dit qu'il y a deux opportunités. Soit il y a un effondrement, soit il y a un changement, une construction nouvelle de soi. Alors, le changement à l'adolescence, c'est la crise, c'est le fait de pouvoir établir des limites, de pouvoir dire je suis quelqu'un, de pouvoir se donner une identité. Je deviens autonome, j'utilise les relations avec quelqu'un. Et quand on parle d'adolescence, c'est beaucoup d'activation du corps. Vous allez voir, en plus des relations amicales, on trouve les relations amoureuses, les relations sexuelles. Mhm. Donc l'adolescent doit réorganiser son environnement. Vous allez voir avec l'arrivée d'Internet, il y a l'adolescent qui va prendre des repères un peu partout pour pouvoir se trouver. Quand on parlait de souffrance psychologique à l'adolescence, c'est une souffrance qui va toucher les capacités d'autonomie, D'accord? les capacités à mettre des limites, les capacités à se lier aux autres, les capacités à tisser des relations amicales et amoureuses saines, mais ça va beaucoup toucher la construction de l'identité de la personne que je suis. L'adolescent qui souffre, c'est l'adolescent qui dit, je ne sais pas comment me placer dans la vie, je ne sais pas comment me positionner, je ne sais même pas comment je vis. Mais quand on parle du jeune à du jeune, dans le cas du jeune aussi, la crise, c'est j'ai une identité et je veux m'autonomiser. Je cherche comment m'orienter dans le monde. Donc, quand on finit de passer l'adolescence, on cherche sur quoi je peux agir. Donc, quand le jeune vous dit qu'il souffre, c'est qu'il n'arrive pas à agir sur son environnement. Son pouvoir d'action est réellement limité par ce qui est à sa disposition. Et on se rend compte qu'il y a un problème de projection dans le futur. Il n'arrive pas à remplir l'image qu'il attend. Parce que qui dit jeune personne dit quand même éprouver ses limites, tester son environnement, mettre en place de nouvelles choses. Ça, c'est grossièrement dit la souffrance de l'adolescent et la souffrance du jeune. Donc, ce sont des souffrances de comment se trouver dans la vie.
D'accord, c'est bien noté. Vous parliez tout à l'heure de détresse. Oui. À quel moment on parle de détresse? C'est vrai que c'est un concept qui est lourd à entendre, mais c'est quoi la détresse? Alors, la détresse, c'est une perception subjective. Donc, c'est comment je me sens par rapport à mon état. Dans la détresse, j'ai l'impression que je n'arrive pas à tenir. On a plusieurs formes de détresse. Vous avez la détresse affective. Sur le plan émotionnel, ça va se manifester par des émotions douloureuses et D'accord. dysfonctionnelles. C'est-à-dire que j'ai de la colère, mais la colère ne joue pas son rôle qui est censé me dire que quelqu'un a franchi mes limites. Je suis tout le temps irrité. J'ai de la tristesse continuelle, j'ai beaucoup peur de l'anxiété. Et il faut ajouter aussi dans la détresse émotionnelle parfois certaines émotions positives qui sont en excès. D'accord. Vous avez parfois une personne qui perd quelqu'un de cher et la personne vous présente un sourire. C'est, ça ne calme pas. Il y a de la détresse Poser qui est comment? masquée, qui est combattue. Il y a de la détresse cognitive, donc sur les capacités de réflexion et tout, manque de concentration, incapacité à penser, on n'arrive plus à aligner deux idées, on a l'impression qu'on n'arrive pas à traiter les informations. Ça, c'est la détresse cognitive. Vous avez la détresse comportementale. Donc, c'est l'application maintenant de la détresse sous forme de comportement. C'est là que vous allez avoir l'agressivité, l'expression de la colère, de l'irritabilité, le fait de s'isoler, de ne pas manger. Donc, ça se voit beaucoup plus dans les attitudes. Et Mhm. derrière la détresse, il faut associer, c'est comment je me sens. Parce que quelqu'un pourrait pour présenter tous ces signes-là et dire que non, ça va, j'ai connu pire. Ou bien ça va, c'est un petit truc. Alors que la personne est réellement en train de souffrir. Est-ce que tout adolescent et jeune est forcément confronté à une souffrance psychologique? Parce que vous parliez tout à l'heure du processus Mhm. d'évolution de l'être humain en lui-même, des interactions et tout. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la souffrance psychologique, c'est quelque chose qui s'impose à toute personne qui passe d'une phase à une autre? Alors, oui, on va parler ici de changement, de transition de vie. Passer d'une phase à une autre, ça amène un niveau de souffrance. Mais il faut faire une différence entre une souffrance normale et une souffrance anormale. Parce que ici, c'est pas souffrir le problème, c'est l'intensité de la souffrance qu'on est en train de vivre. Et donc, tous les jeunes, tous les adolescents vont passer par des étapes de souffrance. Maintenant, est-ce que la souffrance qu'ils sont en train de vivre est supportable? Et pour savoir si la souffrance adolescente ou du jeune est supportable, ça va se voir par l'environnement, par l'expression et aussi par les capacités de gestion qu'il a. Alors, dernièrement, je prends quelques stats. On a remarqué que l'âge de début des troubles mentaux de la souffrance psychologique a baissé. Donc, vous allez trouver beaucoup de jeunes et d'adolescents qui vont présenter beaucoup plus de troubles mentaux, beaucoup plus d'éléments de détresse psychologique, notamment des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, des troubles addictifs aussi. Donc, ça augmente et on a vu que le taux de bonheur mondial, il a baissé. Les personnes de 14-24 ans affichent une taux de bonheur beaucoup plus basse. Mhm. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de choses à affronter directement, des difficultés financières, un manque de soutien, un monde qu'on a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser. Alors que une partie de leur vie se trouve justement autour de comment je vais faire pour gérer un peu le monde. Du coup, il y a beaucoup de souffrances qui viennent actuellement à cet âge-là et la question de la gestion se pose. D'accord. J'ai entendu dire tout à l'heure aussi, il peut avoir souffrance, mais c'est comment le jeune, l'adolescent, il rebondit face à cette souffrance-là. Donc, j'aimerais savoir ici, est-ce qu'il y a un lien aussi entre tous ces concepts-là et l'intelligence émotionnelle? Parce que en intelligence émotionnelle, parfois, on nous dit, faut savoir nommer ses émotions. Est-ce que le fait de peut-être refuser une émotion, vous parliez de deuil, j'ai perdu quelqu'un et j'affiche un sourire et tout. Est-ce que tout part aussi de là, le fait de ne pas pouvoir, peut-être moi en tant qu'individu, je sais pas à quel moment je suis heureuse, à quel moment j'ai peur, à quel moment je me sens mal, je ne nomme pas ces émotions-là. Est-ce que ça n'aggrave pas peut-être mon état psychologique? Ah oui. Alors, au niveau des émotions, les émotions font partie du bien-être psychologique. Dans la santé D'accord. psychologique, vous avez la santé émotionnelle qui est importante. Nommer les émotions, je vais dire que c'est une étape importante quand même. Parfois, il y a des difficultés à nommer, mais rien n'empêche d'utiliser des métaphores, par exemple. Parce que D'accord. parfois, on n'a pas le nom pour les émotions. Et ça, c'est un processus qu'on appelle le labeling, c'est-à-dire mettre un nom sur, tu vois, comprendre. Parce que c'est difficile de gérer un truc qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas comprendre un truc que vous ne connaissez pas. Et donc, vous allez voir que dans la souffrance psychologique de type émotionnel, Mhm. ça va passer comme ça. Il y a le fait de, un, connaître l'émotion. Il y a deux, le fait de la comprendre. Et il y a trois, le fait de la gérer.
Et c'est ça qu'on va mettre maintenant dans la question de l'intelligence émotionnelle, qui est connaissance de l'émotion. Est-ce que j'arrive à dire ce que je ressens? Est-ce que j'arrive à la mettre en mots? Parce qu'il y a même un trouble de l'absence de la connaissance des émotions. Parce D'accord. que tous les êtres humains connaissent, tous les êtres humains ont des émotions. Ça n'existe pas d'être humain sans émotions. Mais par Mhm. contre, l'expression des émotions, c'est différent. Et dans ce trouble, on va parler d'alexithymie, par exemple. Les personnes qui n'arrivent pas à mettre du mot sur les émotions. Ensuite, j'arrive à mettre un mot sur mes émotions. Mais est-ce que j'arrive à comprendre le message que l'émotion m'envoie? On a tendance parfois à dire aux gens, faut pas avoir peur, faut pas être en colère, faut pas être triste. Mhm. Et on va encourager les personnes à avoir de la joie et tout. Mais une émotion, le premier principe d'une émotion, c'est de vous donner un message sur l'environnement qui vous entoure. Et D'accord. l'émotion, c'est quelque chose qui nous permet de naviguer l'environnement. On a vu que les personnes qui respectent, qui n'écoutent pas leurs émotions prennent de plus mauvaises décisions. Parce que les gens se disent que l'émotion nous circuite la raison, alors que les deux travaillent de pair. Si l'émotion est pas entendue, la raison se meurt. Ah, Et donc, c'est intéressant de prendre ça en compte dedans. Et le troisième élément, comme vous disiez, c'est la question de la gestion. D'abord, je connais, je comprends, je fais quoi avec mes émotions, comment je les reverse. Et vous allez voir que c'est un processus actif. On reste pas là comme ça et puis à se dire, ça va passer. c'est On ça. prend des actions vertes. Et c'est comme ça que la souffrance émotionnelle va apparaître. Donc, en fonction d'où la personne va se situer, vous allez avoir différents troubles. Par exemple, quand j'arrive pas à mettre de mots dessus, je vous ai parlé d'alexithymie. Quand j'arrive pas à comprendre l'émotion, c'est là qu'on va essayer de dire que bon, la personne, c'est pas ce qu'elle vit et tout. Ça peut rentrer aussi dans l'alexithymie. Quand j'arrive pas maintenant à gérer les émotions, c'est peut-être des difficultés de gestion émotionnelle ou de dérégulation émotionnelle. Donc, je peux me laisser déborder, submerger par mes émotions. Même chose est sur une émotion qui s'exprime pas, finit par s'imprimer. On va souvent parler de troubles psychosomatiques, d'une psychophysiologique. Vous prenez quelqu'un qui a asthme. Quand la personne est stressée net, sa crise recommence. C'est du psychophysiologique. Mhm. Il y a une présence d'une maladie qui est réelle et qui se Mhm. déclenche par les émotions. À Mhm. côté, vous avez ce qu'on appelle le psychosomatique. Mhm. Il n'y a pas de trouble physique, Mhm. mais c'est qui est émotionnel. Donc, faites tous les examens du monde, on trouve rien. Et c'est généralement des atteintes fonctionnelles. Faut avoir, je me rappelle d'un cas qu'on avait eu, la personne a eu goumé. Elle a voulu serrer son visage. Elle est paralysée de goumé. Waouh. Mhm. Les émotions, c'est ce qu'on appelle des fonctions. Parmi les fonctions, vous avez les fonctions de mouvement. Donc, un problème psychologique peut bloquer vos mouvements. Vous avez les fonctions instinctuelles et tout. On savait que, enfin, on va parler de fonctions instinctuelles. Vous avez les fonctions de d'excrétion, urine et tout. Ça peut vous empêcher d'uriner correctement. Ça peut faire que parfois, quand vous allez dormir, vous allez faire quelque chose. Ça, c'est un autre exemple. Parmi les fonctions, vous avez les fonctions alimentaires. Ça peut vous empêcher de manger. Ça peut vous faire trop manger. Mais ça vous pouvez trop bien manger. Parce que les gens parlent d'anorexie. Ils parlent de quoi? De boulimie, mais ils oublient ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est là. C'est le trouble qui consiste à vouloir hyper manger de façon équilibrée. Donc, il y a plein de choses comme ça parmi les fonctions aussi qui vont arriver, les fonctions de communication, de vision, etc., etc. D'accord. Donc, je retiens connaître, comprendre Mhm. et gérer ses émotions. Donc, merci, Monsieur Kwasi. Et ça m'emmène à poser une autre question. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les troubles, les problèmes psychologiques chez les jeunes et puis des maladies mentales? C'est quoi la différence? Alors, Mhm. ça, c'est vraiment du technique. Mhm. On aime bien dire maladie, c'est Mhm. un truc qu'on connaît la cause, Mhm. on connaît le remède, on connaît le temps de guérison. Mhm. Exemple, le palu, c'est une maladie. La cause, la nouvelle femelle et tout. Le temps de le médicament, c'est ça, le temps de guérison, c'est tel temps. Maintenant D'accord. qu'on va parler de troubles, un trouble, c'est pas une cause, c'est des facteurs qui se mettent ensemble. On connaît pas le temps de guérison exact, on peut approximer. Donc, ça, on préfère parler en santé mentale de trouble mental que de maladie mentale. Parce que les gens D'accord. pourront vous dire que si quelqu'un a telle maladie, ça prend tel temps. Mais en vrai, c'est des durées standards. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et ça vient du fait que le mental est beaucoup plus flexible que le physique. Parce que le cerveau, c'est un organe qui change chaque jour. Le cerveau que vous avez aujourd'hui, c'est pas le même que demain. Donc, chaque nouvelle expérience va enrichir. C'est comme ça qu'on peut parler de trouble mental, par exemple. C'est la différence entre les deux. Donc, quand on vous dit, par exemple, quelqu'un a une dépression, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui agissent dessus. Maintenant, D'accord. quel facteur est le plus important? C'est celui qu'on va commencer à agir. D'accord. Donc, il y a des symptômes. Ça, c'est l'aspect en avant. Le symptôme, c'est ce qu'on traite d'abord. Le symptôme, par exemple, c'est la tristesse, la perte d'appétit, les pertes d'humeur. Maintenant, Mhm. après le symptôme,
il y a la fonction que ça joue. Vous prenez quelqu'un qui est dans un travail qui le dérange. D'accord. On va prendre un jeune qui est à l'école, il est Mhm. tout le temps triste, ça va pas, et puis quand il vient à la maison, un coup ça remonte. Je vois. J'avais eu le cas d'une jeune fille, quand elle va à l'école, quand la rentrée arrive, elle a des céphalées horribles, atroces qui l'empêchent de continuer. Quand il y a les vacances, elle disparaît. Ouais. Donc vous avez cet élément-là qui est là. Donc il y a les symptômes qui sont les céphalées, D'accord. il y a la tristesse, mais la fonction que ça joue, c'est quoi? Ça fait signe que l'école, quelque chose se passe mal là-bas. C'est une indication. Et Mhm. derrière la fonction que ça joue, il y a le sens qu'on essaie de trouver. Mhm. Parce que pour elle, l'école est un lieu de souffrance. Donc, comment on gère la souffrance à l'école? Et la souffrance, elle sera due à quoi? Donc, c'est un D'accord. peu ça, hein. On va dire que le trouble mental, c'est la réponse que votre esprit va donner quand la situation dans laquelle il se trouve est extrêmement négligée, qu'il n'y a rien qui a pu être fait pour gérer. Mhm. Vraiment faire un truc synthétique. D'accord, c'est bien noté. Et pour revenir sur les souffrances psychologiques, c'est quoi les facteurs? Alors, les facteurs, de façon générale, Mhm. vous avez des facteurs qu'on va dire sociaux et environnementaux. D'accord. C'est-à-dire que est-ce que dans l'environnement où je suis, j'ai du soutien? Est-ce que mon environnement est accueillant, hostile? Parce que les gens vont me dire qu'il y a des personnes autour de vous, mais vous ne sentez pas leur présence. Est-ce Mhm. que, je ressens des émotions positives avec ces personnes-là? Mhm. Mais après, il n'y a pas que les émotions positives. Est-ce qu'on arrive à gérer les frustrations? Vous D'accord. pouvez avoir un environnement qui est hyper chou, hyper sympa, mais c'est aussi un environnement qui peut être hyper frustrant. Donc, vous êtes tout le temps entre les extrêmes, alors qu'on cherche l'équilibre. Et enfin, vous avez le sentiment d'appartenance pour les facteurs sociaux. Est-ce que je sens que je suis à ma place? Parce que c'est vrai, je ressens du plaisir avec vous. On me montre un peu que je ne suis pas le centre du monde. Mais parfois, j'ai l'impression de mendier votre temps. Donc ça, c'est les facteurs sociaux. Vous avez les facteurs biologiques parfois, en fonction de, pas forcément si on est un homme ou une femme, mais certaines hormones qui vont interagir. Ça pourrait faire qu'on peut se sentir un peu plus mal. Vous avez ce qu'on va appeler des facteurs personnels maintenant. Qu'est-ce que mon histoire implique? Parce que tout le monde, nous tous, on peut vivre en Côte d'Ivoire, mais on ne vit pas la Côte d'Ivoire de la même manière. On ne vit pas, on va dire quoi, les gens disent Abidjan équipe 1, Abidjan équipe B. Donc, en fonction de ce qu'on est en train de vivre dedans, Ouais. chacun va donner un sens à cette trouble. Donc, dedans, vous allez prendre les difficultés rencontrées, les capacités de gestion. Vous allez prendre aussi l'histoire familiale. Vous allez prendre, en plus de l'histoire familiale, je vais vous dire aussi ce qu'on va appeler comment je conçois mon histoire familiale. Donc, ce qui a été transmis, comment je prends les capacités de reproduction. Et à côté de ces facteurs que vous avez maintenant, donc facteurs environnementaux, vous avez les facteurs biologiques, les facteurs historiques. Je vais dire qu'il y a des facteurs conjoncturels. Il y a des situations, c'est parce qu'elles sont arrivées là que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Par Mhm. exemple, vous subissez un accident, je vous ai parlé de vous de suite. Vous n'êtes pas stable actuellement, je vous donne vous ou bien vous êtes là, ça va pas, ça n'allait pas, et puis vous avez une mauvaise note. C'est pas la mauvaise note qui est la cause de votre mal, mais c'est l'élément déclencheur. Donc c'est plus facile de sombrer. Je vais pas dire sombrer parce qu'aller mal c'est normal, mais c'est plus facile d'aller mal gravement quand il y a déjà un terrain fertile. Et en fonction des événements que les personnes vont vivre, il faut faire attention. Et Mhm. c'est pour ça que parfois il y a ce qu'on appelle les interventions d'urgence. Quand une personne, il y a des gens qui vivent des événements qui sont censés traumatiser, on essaie de vite repérer. Parfois ça revient après. D'accord. Ça m'emmène aussi à poser une question dans une situation, hein. Oui. On a reçu une invitée ici où on parlait de réseaux sociaux pour dire que, et on a eu à dire que l'identité aujourd'hui, les gens cherchaient la validation, en fait, leur identité sur les réseaux sociaux, les likes et tout, définissait en fait l'identité de certains jeunes. Mhm. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que l'être humain est dans cette quête-là de validation à tous les niveaux? Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui peut-être évolue dans un environnement professionnel où peut-être il se croit performant parce qu'on l'a recruté pour le travail, donc il y a les compétences, Mhm. qui est en face d'un patron qui ne l'encourage pas, qui ne félicite pas ses exploits et tout. Est-ce que ce cadre-là peut créer des frustrations et emmener cette personne à une souffrance psychologique? Je prends un autre exemple. Vous parliez de Goumet. Je vais revenir au cadre aussi des relations homme-femme, Mhm. donc de conjoint. Est-ce que une femme ou un homme aussi qui se sent pas valorisé dans sa vie de couple peut souffrir psychologiquement? Ça peut être des Ok. facteurs. Mhm. Donc, on est sur la question en vrai de la validation externe. En vrai, oui, les êtres humains ont besoin de validation.
D'accord, Là, ça fait partie des besoins affectifs de l'humain. C'est à la fois un besoin biologique, un d'accord, besoin psychologique et un besoin social. Parce que d'accord. biologiquement parlant, on a des structures pour fonctionner avec d'autres personnes. Socialement parlant, la société se base sur le fait de l'inclusion. Et psychologiquement parlant, comprenant le biologique et le psychologique et le sociologique plutôt, ça fait qu'on a tendance à faire que tous les éléments qu'on va vivre là, on va essayer de les mettre à l'intérieur. Et donc, quand je finis de vivre mon élément intérieur, il faut que je me lie à d'autres personnes. Donc, le besoin de validation fait énormément partie de l'être humain. Maintenant, il faut noter la différence entre une validation saine et une validation malsaine. Mhm, Exemple, je suis dans un environnement de travail qui ne me valorise pas. mhm, L'environnement de travail qui ne me valorise pas, il faut regarder le travail il a quel sens pour moi. Si pour moi ce travail-là, c'est l'endroit de ma passion, qui est toute ma vie et tout, les gens me valorisent pas. On va dire, je fais ce que j'aime, les gens me valorisent pas. Donc, je vais me sentir bas, mais quand même, il y a du sens pour moi de travailler. Et ça va nous amener sur le niveau en vrai de souffrance. Parce qu'on a un truc, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que si le niveau de souffrance allait moyen, vous allez voir que la souffrance va perdurer. mhm, Donc, ça veut que la personne va se dire, non, c'est une petite situation, c'est temporaire, mais ça va durer. Alors que quand mhm, la souffrance limite extrêmement, il y a des changements. Donc, une personne qui n'est pas valorisée, qui ne ressent pas ce besoin-là, ça y est, j'aime mon travail, on ne me valorise pas, mais je fais tout de mon mieux, c'est grave. Parce que la personne a fini par être épuisée. C'est là qu'on va parler de burn-out, parfois même de dépression et plusieurs autres formes de souffrance au travail. mhm, Burn-out, bore tout ce que vous voulez derrière. mhm, Mais avant d'arriver là-bas même, c'est la question du burn-in. Je reste sur le travail d'abord. C'est-à-dire que quand on dit burn-out, moi j'aime bien dire que ça sort. Mais burn-in, avant que ça sorte, la personne vit à l'intérieur d'abord. Quand vous prenez dans le cadre des relations la question de la validation, mhm. il ne peut pas avoir de relations humaines sans attendre de validation de l'autre personne. Et c'est peut-être là que les gens font la confusion sur la question de la dépendance affective. Parce qu'une relation humaine correcte se base sur des dépendances affectives. Dépendre affectivement d'une personne vous laisse la partie pathologique, la partie normale et saine, c'est tu es capable d'influencer une partie de mon ressenti, de mon vécu, ou je te le confie. Et je reconnais que je suis capable d'influencer une partie de ton vécu aussi. Donc, entre toi et moi, il y a de la dépendance, il y a de l'interdépendance affective. Je compte sur toi, tu comptes sur moi pour que les Mhm, choses se passent bien. Donc, c'est ça qui est, quand ça devient malsain, mhm, il y a où je peux pas vivre sans toi. mhm, Et donc, c'est quand ça devient je peux pas vivre sans toi, c'est là qu'il y a un problème. Parce que si je peux pas vivre sans toi, quand tu disparais, c'est comme si ma vie s'effondre. Donc, te perdre est semblable à la mort pour moi. Et vous conviendrez, je pense avec moi que on fait tout pour éviter la mort. Personne, par exemple, quand on dit, c'est facile de dire aux gens, pensez que vous allez mourir demain, mais le cerveau n'intègre pas la mort comme ça. mhm, Il intègre comme réaction défensive. Sinon, si tout le monde pensait qu'il allait mourir demain, mhm. personne n'aurait fait de planification pour dire demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder un peu. Et ça fait que vous allez, quand on dit à une personne, il faudrait que tu sortes de là-bas parce qu'on ne te valide pas, c'est assez compliqué. Parce que si je quitte là-bas, je risque de mourir. Mieux vaut survivre. Enfin, mieux vaut vivre en essayant de survivre que de se dire, je vais aller dans un environnement inconnu. Le cerveau préfère le risque à l'incertitude. Donc, mieux je reste quelque part, on me dit imbécile qu'il y a aller quelque part d'autre. On va me dire, ta vie sert à rien. Imbécile, au moins, ça fait mal, mais c'est supportable. Et donc, je vous rappelle que la validation, c'est nécessaire pour l'être humain. Maintenant, Mhm, c'est comment on fait pour sortir de la validation malsaine. mhm, Parce que les personnes qui sont dans la validation malsaine, elles s'en rendent compte, mais le cerveau va fermer la partie là. C'est ce qu'on va appeler les différentes parties du soi. Il y a les parties protectrices du soi, et puis il y a les parties qui ont besoin d'attachement. Donc, quand le mal est fait par une personne qu'on apprécie, les deux s'activent. La partie de protection va vous dire, il faut fuir, il faut partir, il faut fuir, il faut partir. Et puis, dès que la personne revient dans un moment de calme, la partie d'attachement vous fait, tu l'apprécies bien, tu l'aimes beaucoup, repart. Donc, c'est en vrai, quand on demande à une personne de sortir d'une situation de maltraitance, d'une personne qu'elle aime beaucoup, les deux là se battent ensemble. Et ça fait que quand il y a un conflit, il suffit que la personne, entre parenthèses, maltraitante fasse, et tu sais que j'ai pas fait exprès, et puis ça règle le truc. Et ça va finir sur ce qu'on parfois on appelle des traumas complexes. La personne est tellement perturbée qu'elle sait même pas comment on fait. Elle peut pas anticiper parce que dans tous les cas, le chemin est bancal. Si on va à gauche, la personne peut dire de tourner à droite, donc on reste dedans. Et c'est comme si la personne était sous emprise, elle se donnait. Donc, il y a tout ce mécanisme à prendre en compte derrière. D'accord, merci Monsieur Kwasi. J'aimerais savoir que faut-il faire pour ne pas que une souffrance psychologique se transforme en maladie mentale. Alors, pas qu'on arrive au stade de la maladie mentale. La maladie mentale, c'est vraiment le dernier cata, le dernier niveau.
D'accord. Vous avez trois systèmes de protection. D'accord. Le premier système, c'est le système personnel. Mhm. Est-ce que personnellement, je suis équipé pour gérer les difficultés que j'ai? Ça, c'est le premier niveau. Si je peux pas gérer les difficultés que j'ai moi-même, il y a le niveau relationnel. Est-ce que dans mon entourage, il y a des personnes avec qui je peux échanger, des personnes avec qui je peux discuter? Mais impliqué de partir vers son entourage, est-ce que j'ai une personne de confiance? Il faut que la personne puisse écouter. Il faut que la Mhm. personne puisse comprendre aussi, parce que écouter, c'est juste une partie. Il Mhm. faut que la personne puisse rassurer. Effectivement. Ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau corporel. Est-ce que je prends soin de mon corps, de mon alimentation et tout? Mhm. Donc, les trois niveaux ensemble doivent fonctionner. Et éviter qu'on arrive à la souffrance, enfin, de la souffrance psychologique à la maladie mentale, c'est vraiment gérer. Est-ce que je prends le temps de comprendre mes émotions, de faire une introspection, de gérer mes pensées, de donner du temps pour moi? Et quand tous mes mécanismes personnels n'arrivent pas, est-ce que j'ai des personnes vers qui me tourner? Quand tout ça n'arrive pas à gérer, est-ce que j'ai des professionnels vers qui me tourner? Parce que quand on parle de résilience aussi, il y a ce qu'on appelle le système de résilience. Est-ce que Mhm. j'ai de quoi vers qui me tourner, ou bien de quoi où aller, pouvoir dire que si ça va pas, au moins je peux compter sur quelqu'un d'extérieur à tout mon environnement qui pourra faire une sorte de béquille, qui pourra m'aider à me relever. Donc c'est vraiment ça. Moi, les autres, et puis une aide extérieure qui n'est ni moi, ni les autres, qui est spécialisée dans l'accompagnement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on met dans un mécanisme personnel? Mécanismes personnels. Alors, les Mhm. mécanismes personnels, vous allez voir les questions on a parlé d'émotions, donc il y Mhm. a la gestion des émotions. Vraiment, la gestion des émotions, c'est connaître. Je connais mes émotions, je les nomme, je les comprends, quel message elles m'envoient, et puis j'arrive à les gérer. Pour les gérer, c'est est-ce que je dois réagir à la situation là? Donc la gestion, c'est je réagis, je reste, je pars, Mhm. comment je redonne? Il y a la question des pensées. Les D'accord. pensées, quel genre de pensées que j'ai? On va parler d'observation aussi. Parfois, quand on a des difficultés à ce qu'on appelle des distorsions cognitives, ça D'accord. fait qu'on a tout le temps l'impression d'être fixé sur un seul élément et ça engendre de la souffrance. Mhm. Exemple, je suis dans une situation, je me dis, comme j'ai commencé, il faut que je termine. Ça, c'est Mhm. par exemple ce qu'on appelle un biais de continuation. On Mhm. a tendance à vouloir terminer les choses qu'on a commencé, même si ça nous arrange pas. Et je me dis que non, j'ai trop fait d'efforts pour ça, alors que si je laissais, ça allait aller mieux. Donc, pour pouvoir prêter attention, quels sont les mécanismes que je mets en place? Ensuite, à ce niveau-là, le niveau comportemental, parfois Mhm. les comportements peuvent influencer sur notre bien-être. Quand il y a des personnes qui sont en souffrance, généralement, elles ne remarquent pas qu'il y a des choses qu'elles ont arrêtées. Quelqu'un va te D'accord. dire que mon travail n'est plus source de plaisir pour moi parce que ça m'opprime, ça m'empêche de voir mes amis. Et vous allez voir que même quand la personne a du temps libre, elle ne programme pas ses amis dedans parce qu'elle est tellement stressée par le travail qu'elle n'aimait pas. Même quand la personne a, je laisse le cas du travail, quand la personne, par exemple, a une relation toxique, elle va se dire, non, il faut que je fasse tout avec mon partenaire, il ne faut pas que j'aille voir. Justement, c'est un truc qui a été coupé. Donc, il y a besoin de remettre en place les activités qu'on avait qui nous font du plaisir. Parce que les hobbies, les passions, les centres d'intérêt font partie des nourritures psychiques. L'esprit a besoin de ça pour aller bien. Donc, qu'est-ce qu'on remet en place des activités qui nous aident? Et puis, au-delà de ça, il y a la question des expérimentations. Est-ce qu'on teste de nouvelles choses? Mhm. Parfois, on se dit, j'ai tout essayé, j'ai rien pu. Mais on n'a jamais essayé de découvrir quelque chose de nouveau. Effectivement. On a souvent une liste de choses qu'on a envie de faire et on se dit, donc, quand je pourrai, quand je pourrai, quand je pourrai. Donc, ça met le bonheur différé. On peut essayer. Parfois, une seule expérience, je dis bien parfois, une seule expérience peut faire revoir le monde différemment. Je prends l'exemple d'une personne qui avait un traumatisme. La boxe l'a aidé. Parce qu'elle s'est rendu compte que, ah, je peux me défendre. Pas que les séances n'ont pas marché et ça, c'est bien, elle arrive à sortir. Mais le fait de savoir qu'elle peut se défendre, ça a mis un sentiment qui l'a Mhm. rassuré. Et avec le suivi, maintenant, on aligne pour être sûr que c'est pas juste une réaction traumatique qui est là, mais c'est une réaction adaptative. Pas je vais boxer toutes les personnes que je vois. Donc, ce sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Émotion, donc la fameuse gestion des émotions, l'observation, le travail sur les pensées, la mise en place comportementale et les nouvelles expériences qui peuvent venir. D'accord. Mais à quel moment, pour un jeune qui a puisé dans ses forces personnelles, dans ses forces aussi relationnelles, à quel moment il se dit, tiens, j'y arrive plus seul Mm. et que je dois parler à quelqu'un, à un spécialiste? Alors, c'est vraiment quand ça, quand j'arrive, je pense que les ressources que j'ai utilisées ne servent plus, c'est le moment d'aller voir. Exemple, j'essaie de gérer mes émotions, j'arrive même pas à les gérer. C'est un D'accord. premier problème, c'est que j'ai pas cette capacité-là qui est en place. J'essaie d'observer mes pensées, mais c'est le brouillard dans ma tête. J'arrive Mhm. même pas à tout me submerger. Je veux mettre en place des activités, j'arrive même pas à penser à ce que j'aime.
J'arrive même pas à faire quelque chose, j'arrive pas à bouger. Parce qu'il y a un symptôme de santé mentale qu'on appelle l'apragmatisme. Les personnes ne sont pas capables de pouvoir mettre en place des activités. Vous allez D'accord. leur dire secoue-toi, mais elles ne peuvent même pas penser à se secouer. Elles n'ont aucune énergie pour ça. Ça, c'est un élément. Deux, au niveau relationnel, on a des personnes avec qui on passe du temps, des personnes avec qui on fait des activités et discute. Il y a des personnes avec qui il y a une connexion émotionnelle. C'est généralement vers ces personnes-là qu'on va chercher du réconfort. Mhm. Mais réconforter, c'est pas guérir ou c'est pas soigner. Donc parfois, après, on prend le réconfort, on sent bien, mais la difficulté persiste. Une Mhm. première fois, c'est là. Peut-être 2, 3 jours. Et on sent que le mal est quand même là. Qu'on a besoin d'être aidé plus. Ça veut dire qu'il y a un échec là. Il faudra aller voir. Mhm. Et je vous ai dit, si le corps a un problème, c'est que là, c'est vraiment grave. Dans la mesure où, à cause de la difficulté que j'ai, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à manger. Tout ce qui est de l'ordre du corporel, même mon hygiène, je me lavais 2 fois par jour. Je me lave peut-être une fois chaque 2 jours. C'est un dysfonctionnement. C'est Mhm. le moment d'aller voir quelqu'un. Parce que on peut sentir, j'avais fait bien une différence entre la détresse et le dysfonctionnement. La détresse, c'est ce que je ressens. Le dysfonctionnement, c'est ce qui se passe. Je peux dire que je me sens pas mal, mais tout le monde a remarqué que je mangeais 3 boules d'attika à main levée. Maintenant, il arrive à manger une demi. C'est bizarre. Et puis, je dis que je vais bien. Pourtant, j'ai pas de problème physique et tout. Il y a un changement et qui pose problème. C'est le moment d'aller mieux. D'accord. C'est bien noté. Aujourd'hui aussi, on parle de personnalité, des introvertis, des extravertis et tout. Mhm. Et quand on dit intro, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intérieur. L'extra, c'est quelqu'un qui est ouvert et tout. Et quand on fait des recherches sur ces différentes personnalités-là, on voit que vous parliez de relations, le fait d'être avec les autres, d'être dans des interactions, ces changements-là qui vraiment créent un bien-être aussi des individus. Donc, à quel moment aussi l'introverti, Mhm. parce que l'introverti, c'est quelqu'un qui aime être vraiment dans son environnement, dans son cocon, pardon, qui a besoin de se ressourcer de temps à autre. Donc, à quel moment cette personnalité-là aussi devrait faire attention à son répit? Ah oui. Je pense que le truc qu'on fait ici, qui est pas correct avec les introvertis et les extravertis, c'est qu'on les appelle les introvertis et les extravertis. D'accord? Parce qu'un être humain, c'est les deux. J'aime bien dire, bon, comme les gens aiment bien dire dans la collabo, c'est à la fois une personne qui a de l'introversion, une personne qui a de l'extraversion. Les gens qu'on appelle introvertis, c'est des gens qui préfèrent passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Donc, il y a toujours le D'accord? besoin là. Et peu importe qu'on soit introverti ou extraverti, il y a quand même un besoin de connexion. D'accord? Maintenant, au niveau de la personnalité, ce qui va faire, va agir sur notre bonheur relationnel, c'est ce qu'on va appeler, il y a une dimension de la personnalité qu'on appelle l'agréabilité, Mhm. qui fait qu'on a tendance à gérer nos émotions positives. Parce que plus je suis positif avec les gens autour de moi, ce sont des personnes normales en tout cas, plus elles vont me répondre convenablement. Mhm. Et c'est ce qui va marcher ou pas. Donc, je peux être extraverti, aller aimer vers les gens, mais surtout, imaginez que vous avez une personne extravertie qui est super agressive. Elle risque d'éprouver du malheur relationnel. C'est vrai. Par contre, vous avez un introverti qui est hyper chou, hyper accueillant, qui va être à l'aise. Donc, c'est ça un peu le grand problème. Mettons, vous pouvez avoir des extrêmes d'introvertis vraiment qui sont hyper enfermés, hyper et tout. Mais l'élément que j'aime bien mettre, c'est que c'est pas l'introversion la seule caractéristique en classe. Parce que l'introversion n'est pas censée être quelque chose qui empêche d'aller vers les autres. L'introversion, D'accord? c'est un mode de recharge de l'énergie et de préférence de fonctionnement. C'est-à-dire que par moment, j'ai besoin de passer du temps seul. C'est juste que mon besoin de passer du temps seul là, il est un peu plus grand que celui des gens. Et vous allez voir que, en tant qu'être humain, c'est un vrai normal de vouloir parfois passer du temps seul pour remettre les idées en place, pour se recharger. Parce que interagir avec des gens, c'est de l'énergie qu'on dépense. Mhm. Et quand j'ai fini de dépenser cette énergie-là, comment je recharge? Quand votre téléphone est déchargé, vous manipulez pas pour que ça charge. Vous gardez d'abord, vous Mhm. mettez, chargez tout en même temps. Donc, on va revenir sur l'extraverti aussi. L'extraverti, il a besoin de son énergie quand il finit de passer son temps seul Mhm. bien n'importe quel être humain, quand il finit de passer son temps seul là, que la batterie de temps d'énergie seule est finie, vous allez voir que par moment on se dit, aujourd'hui j'ai envie d'aller voir mes amis quand même, de sortir un peu, parce que ça fait un bon moment. Et que cette batterie là aussi a besoin d'être rechargée. Mhm. Donc c'est comment je gère mes deux batteries. Essayez de prendre un peu comme les téléphones. Il y a des téléphones qui ont de hautes batteries, donc ça peut peut-être faire une semaine ça a allumé. Il y a d'autres qui ont de basses batteries. À un moment donné, ça se décharge rapidement. Donc en fonction d'où est la charge, j'y vais. Donc ça fait que, en fonction de ça, on est introverti ou extraverti. En vrai, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment ma batterie se décharge?
vous allez voir que le premier élément des personnes, surtout quand vous traitez des troubles au niveau du comportement et tout, c'est que les personnes ne prennent pas le temps d'observer à quel moment pour elles ça va pas. Elles ont un ensemble de règles bizarres, je ne vais même pas dire bizarres, elles ont un ensemble de règles obligatoires qu'elles doivent suivre. Si je ne fais pas comme si ça va pas passer comme ça, alors que rien les oblige à faire ça. C'est une image mentale, mais sauf que l'image mentale qu'on se fait fixe notre réalité. Parce que c'est une D'accord. réalité qui les enferme. Du coup, l'introverti qui se dit que non, moi je suis introverti, j'aime pas aller vers les gens, ça le cale comme ça. L'extraverti qui se dit, je suis extraverti, c'est aller avec les gens qui m'arrangent, ça le cale comme ça. Parce que pour l'introverti qui aura besoin de personnes, il se dit, non, je suis introverti, il n'y a Mhm. personne. L'extraverti qui aura besoin de passer du temps seul, mais qui se dit que c'est obligatoirement les gens qui doivent le recharger, il est calé comme ça. Donc, c'est un peu ça le problème. Ah, mais c'est intéressant. Vous avez parlé aussi de deuil. Donc, c'est une réalité qui concerne tout le monde dans notre parcours. On a perdu quelqu'un. Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à puiser à l'intérieur d'elles pour guérir de cette phase-là et d'autres, par contre, n'y arrivent pas? Et quels conseils aussi pourriez-vous donner à ces personnes-là qui n'arrivent vraiment pas à gérer l'après-deuil? Mhm. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour le deuil, en vrai, le deuil, c'est un processus normal. D'accord. Quelqu'un me disait une fois que on s'habitue pas au fait de perdre quelqu'un. On n'est Mhm. pas censé s'habituer au fait de perdre quelqu'un. On est des êtres humains, c'est censé faire mal. Mhm. C'est ce qui est normal. Alors, donc, pendant la période de mal du deuil, il y a des facteurs qui peuvent compliquer maintenant le Mhm. deuil. Il y avait déjà des fragilités qui sont là. Les facteurs qui peuvent compliquer le deuil, il y a un, le deuil peut être retardé. Le nous J, c'est toi qui dois tout gérer. C'est censé être, par exemple, le dernier enfant. C'est comme si c'est toi l'aîné, tu gères tout le monde. Et quand il finit maintenant, tu n'as pas pris ton temps pour pleurer, ça te rattrape, ça peut compliquer un peu. D'accord. Ensuite, on va parler des questions de deuil même compliquées. Un élément où c'est inattendu. Vous êtes là, vous avez un événement à faire, vous sortez, accident. C'est pas prévu, c'est choquant. Un événement où on peut même pas voir le corps de la personne. Il y a une maladie là, on sait même pas pourquoi la personne est morte. Ou il y a la situation de deuil qui arrive, et puis il n'y a pas d'environnement réel derrière. Parce que toi qui es censé pleurer, et puis on te dit sois fort, sois fort, sois fort, ne pleure pas. Et un autre élément sur lequel j'aime bien insister quand je parle de deuil, c'est deux éléments, c'est que les gens vont te dire le temps guérit tout. Donc, alors que c'est pas le temps qui guérit, c'est le processus de guérison. Si le processus de guérison n'a pas été entamé, et puis on se dit non, je vais laisser comme ça, il y a un problème. Quand il y a un deuil, il faut prendre le temps d'explorer un peu ma relation avec la personne en deuil, qui est partie. Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce qu'on avait comme plan? Quel est le point à faire? Et ça va être intéressant de rappeler que on a tendance à se dire, je ne peux pas penser mal de Mhm. la personne qui est partie. Je peux penser mal de la personne qui est partie. Parfois, il y a du ressentiment. C'est que les émotions qui ne sont pas exprimées vont finir par s'imprimer. Supposons que vous êtes un jeune, vous avez un parent qui est parti. Et par exemple, vous devez aller à l'école, bon, il doit payer, vous ne travaillez même pas. Il y a de la douleur qui est là. Qui va payer mon école? Et il faut insister sur le fait que le deuil, c'est un processus égoïste, une fois. Donc, si la partie égoïste n'est pas mise, ça va poser problème. Et donc, parfois qu'on veut soutenir une personne qui est en deuil, on lui dit non, pense à ce que la personne qui est morte aurait ressenti et tout. On a fait prendre soin des morts, on veut prendre soin du vivant. Donc, c'est un peu ça. Comment prendre soin du vivant? Comment moi, en tant que vivant, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour dire au revoir? Quels sont les éléments dont j'ai besoin qu'on peut vivre le présent? Quels sont les éléments dont j'ai besoin pour planifier le futur? Donc, pour dire au revoir, c'est ma relation avec la personne qui est partie, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti. Il faut vraiment mettre des mots dessus pour avoir une image. Pour mon présent, là actuellement, comment ça m'affecte. Et pour mon futur, qu'est-ce que j'aurais aimé. Et se préparer, parce que de temps en temps, on va se sentir mal quand même. Il y a ce qu'on appelle les réactions d'approche. Quand l'anniversaire de la personne va arriver, quand, si la personne est plus âgée, quand vous allez avoir vers son âge, à sa âge, la personne est petite. Ça, c'est des réactions normales. La réaction n'est pas normale quand ça se complique. Donc, quand ça va nous empêcher de fonctionner. Mhm. Et bien vivre son deuil, en vrai, c'est prendre le temps d'aller mal, de laisser le temps qu'on est mal, faire maintenant, de se reconstruire. Et parfois, on se dit, je peux pas donner toute mon énergie, mais si tu veux donner que 10% pour le moment, que tu donnes 10%, tu vas donner 100% de ce que tu pouvais donner. Il ne s'agit pas de dire, je peux donner, j'ai 10% d'énergie, mais je vais faire 101%. C'est du surménage et du sommeil. C'est un peu le processus qui est là. D'accord. Et au vu de votre expérience, Mhm. quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes-là qui nous suivent et qui aimeraient vraiment puiser de la force intérieure pour faire face à n'importe quelle situation, difficulté dans Mhm. leur parcours de vie? Alors,
Le premier conseil que j'aimerais donner à ces jeunes-là, c'est de commencer à prendre soin d'eux. D'accord, Prendre soin de soi, c'est vraiment apprendre à mettre des limites, apprendre à mettre des barrières, et puis d'accord. apprendre à se connaître. Je mets des limites, ce qui m'arrange pas. Dire non, ça tue pas. C'est apprenez à avoir le courage de dire non. Au départ, c'est pas facile. Vous allez voir que parfois, ça va vous coûter certaines relations et tout, mais on peut toujours se relancer dans la vie. Il faut se mettre en avant. Le deuxième élément, c'est de développer des piliers de force. Quelles sont les ressources que j'ai? Vous êtes en train d'identifier vos ressources. Quelles sont mes ressources personnelles? Quelles sont mes ressources relationnelles? Et quand moi-même, j'arrive pas à gérer, les autres n'arrivent pas à gérer, qu'est-ce que je peux mettre en place? Faire une sorte de plan pour aller bien. En troisième élément qu'il va falloir noter, c'est aussi faire le point des ressources externes. On a le 143 en Côte d'Ivoire. Il y a les centres qui sont là où on peut aller. Mhm. Donc, il faut faire un petit point des ressources externes. Et quatrième élément dans la construction de la force de soi, il faut se rappeler que parfois, comme je dis, aller mal, c'est normal. On a tendance à stigmatiser le fait d'aller mal. D'accord. Une fois qu'une personne va mal, on se dit, non, il ne faut pas que je laisse, il ne faut pas que ça vienne, il faut que ça peut augmenter le mal-être quand la situation n'est pas prise en compte. Il faut éviter la glorification du sacrifice. Et pas se dire, non, si je souffre, si je souffre, si je souffre, c'est que ça va aller. Comme il y a quelqu'un qui aimait bien dire, tu Mhm. peux souffrir aujourd'hui, puis tu vas mourir demain. Il ne faut pas glorifier le sacrifice. Il faut prendre le temps de se dire, si je souffre là maintenant, parce que la souffrance est un dysfonctionnement, il y a un truc qui va pas. C'est ça. Le truc qui va pas, est-ce qu'on peut agir dessus? Si je peux agir dessus, j'agis. Si je peux pas agir dessus, j'encaisse. Mhm. Et quand j'encaisse maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir atténuer? D'accord. Et pour vous terminer réellement encore, c'est que j'aime bien dire que votre souffrance, on l'entend, on la voit, on l'écoute, on la comprend, on la ressent, et il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Merci. Et vous parliez tout à l'heure de 143, du numéro 143. Il y a un jeune qui nous suit certainement derrière ses caméras et qui a bien envie de poursuivre ses échanges, parler à un expert ou s'orienter, vers qui s'orienter. Est-ce qu'il y a d'autres références que vous pourriez communiquer à ces jeunes-là? Indépendamment du 143. Oui, oui. Ah, je vois. Alors, indépendamment du 143, vous avez des cabinets de psy, des ONG qui D'accord, interviennent. Donc, j'ai par exemple parlé de Psychoteur She Voices, vous le d'accord, retrouvez sur les réseaux qui d'accord, existent. Il y a, en plus de ça, je dirais que le 143, c'est un service qui va orienter parfois. Donc, pour avoir des services avec eux. Vous me d'accord, dites, oui, mais vous l'orientez vers tel. Mais en Côte d'Ivoire aussi, il y a les hôpitaux psychiatriques. Quand les gens entendent hôpital psychiatrique, je pense pas qu'il y a psychologue là-bas aussi bien, il y a des psychiatres. Vous pouvez aller les voir. On a l'INS et l'hygiène mentale, qui sont d'accord. des références publiques. Et Mhm. puis, la plupart des centres, généralement, peuvent faire de l'écoute, les centres de santé en Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand vous, si vous voulez pas partir au public, comme dit, il y a des structures privées qui existent. Vous avez chez vous, il y a des psychoteurs qui sont présents. Et quel message de fin avez-vous envie de laisser aux jeunes qui nous suivent? Alors, si je dois laisser un message de fin aux Mhm. jeunes qui nous suivent, la réalité, c'est mettez votre santé mentale en priorité. On parle toujours de santé physique, on parle de santé, et on oublie parfois que la santé, c'est physique et à la fois mentale. Donc, si vous prenez un, vous laissez l'autre, vous risquez de vous Mhm. écrouler. Et comme D'accord. dit, ça compte, prenez vraiment soin de vous. Et pas que les êtres humains, on est censés être fragiles et vulnérables. Donc, en tenant compte de cette fragilité et de cette vulnérabilité, on Mhm. prend soin de nos conséquences. Gardez ça en tête. D'accord. Merci d'avoir suivi cet épisode de Instant Psychologue. Merci surtout à Monsieur Kouassi pour ses conseils précieux qui aideront certainement plus d'un. Quant à nous, nous vous demandons de nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. À très bientôt pour un autre épisode de Instant Psychologue.